Dans votre livre, ce sont aussi les liens de la banque avec le plus haut pouvoir américain, et pas seulement américain d'ailleurs, aussi européen. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de, ces liens avec le pouvoir que l'amende a été aussi réduite? Absolument. Il est très clair que Goldman Sachs et c'est ça, parce que toutes les banques spéculent, mais Goldman Sachs a réussi à établir un réseau de contacts politiques qui est unique, que ce soit à Washington et que ce soit avec à Bruxelles. Quand même Timothy Geithner, Henry Paulson, qui sont, vous allez nous dire qui c'est, Timothy Geithner. Oui, secrétaire au Trésor, très lié à Goldman Sachs. Le ministre des Finances, pour faire simple. Le ministre des Finances, Henry Paulson, qui a sauvé Goldman Sachs au moment de la crise. On voit ici Timothy Geithner. Qui lui-même est qui était président de Goldman Sachs, et ainsi de suite. Vous avez Mario Monti, ancien commissaire européen, qui travaille à la concurrence, qui travaille pour Goldman Sachs, et à qui on confie une étude de régulation financière, la commission elle-même. Et ce mélange des genres en Afrique, en Chine, en Russie, aux États-Unis et en Europe occidentale fait que Goldman Sachs reste la banque la plus puissante malgré les coups qu'ils ont reçus depuis la crise. Alors il y a notamment un deal incroyable que vous racontez qui est directement lié à ces liens donc avec le pouvoir. C'est le deal qui fait suite à la faillite d'AIG, le grand assureur américain. En gros, AIG fait faillite, mais Goldman Sachs, qui était très lié à AIG, va récupérer ses pertes liées à cette faillite, 60 milliards de dollars quand même. Qui paye les 60 milliards de dollars ? Bien, qui paye c'est le contribuable. Et c'est ça le problème. Le contribuable américain paye la note. Le contribuable américain, comme le contribuable européen, a payé la note la déroute des banques. Et c'est ça le problème. Ces banques sont devenues, et Goldman Sachs en particulier, trop puissantes pour échouer. Ils ont une rente de situation. Ils savent que s'ils prennent des risques incontrôlés, qui perdent de l'argent, le contribuable sera toujours là parce que l'effondrement de Goldman Sachs pose un risque systémique à l'économie mondiale. Ces liens rendent-ils la grande réforme du système financier non crédible? C'est ce dont on va parler, mais d'abord justement, de quoi il s'agit avec Guillaume Debré. 2 ans après la crise financière, le symbole est fort. Barack Obama a enfin gagné son bras de fer avec Wall Street. Notre réforme met fin aux combines opaques des banquiers qui ont provoqué la dernière crise financière. Ils ne pourront plus faire ça. Longue de 2300 pages, cette réforme, la plus importante depuis 70 ans, interdit aux banques de spéculer avec leurs fonds propres. Elle contrôle pour la première fois ces produits financiers extrêmement complexes qu'on appelle dérivés, et surtout soumet les institutions financières à une nouvelle autorité de protection des consommateurs. Autant de garde-fous qui ont pour but d'éviter une nouvelle explosion spéculative à Wall Street. Le message de cette réforme est clair. Les contribuables ne paieront plus la note laissée par les banques en faillite. Les consommateurs américains sont maintenant protégés. Face à l'opposition de Wall Street, Barack Obama a décroché sa réforme au forceps, négociant pendant plus d'1 an. Pour parler crûment, il est gonflé, Timothy Geithner, dans la déclaration qu'on vient d'entendre. Absolument, parce que lui-même est venu au secours des banques et c'est le contribuable qui a payé alors que ces banques méritaient de s'écrouler puisqu'elles étaient techniquement en faillite. Est-ce que cette réforme elle sera suffisante ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux? C'est de la poudre aux yeux parce que le problème fondamental, c'est que ces banques sont trop grosses, trop grandes. C'est des mastodontes qui sont présents sur tous les marchés financiers, en particulier Goldman Sachs. Ce qu'il faut faire, c'est les casser, c'est-à-dire séparer leurs activités de conseil de leurs activités spéculatives contre les activités spéculatives. Or, rien n'est dit dans la réforme américaine comme dans la réforme de l'Union européenne, qu'il faut casser ces banques. Parce que là, le lobby de Wall Street est intervenu, ils ont limité la casse. Et contrairement à ce que dit M. Geithner, si demain une banque est en danger, le contribuable paiera. Et c'est cela qui est immoral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus clairement possible le rôle qu'a joué Goldman Sachs dans l'effondrement de la Grèce? Alors, c'est très simple. Goldman Sachs est allé voir les Grecs. On dit, vous avez un problème parce que vous n'avez trop de déficit pour entrer dans l'euro. Eh bien, on va vous aider à masquer ce déficit. Ça, c'était il y a quelques années. Hein. Ça, c'était il y a quelques années. Et quand la crise grecque éclate et qu'elle menace l'euro et l'avenir de l'euro, on découvre que la Grèce n'avait aucun droit à être dans l'euro et que Goldman Sachs a aidé. Les comptes ont été truqués d'une certaine façon par Goldman Sachs. Non, mais pas d'une certaine façon. Ils ont été truqués par Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs dit, mais c'était sur des marges. Mais ces marges ont permis à un pays qui n'était pas apte à être membre de l'euro à devenir membre de l'euro et quelques années plus tard a provoqué une crise de l'euro.
On sait qu'aujourd'hui, la Grèce est obligée d'emprunter à des taux supérieurs à cette époque, puisque sa note a été dévaluée. Est-ce que Goldman Sachs prête de l'argent à la Grèce et donc récupère des taux d'intérêt supérieurs? Est-ce qu'encore une fois, elle gagne sur les deux tableaux? Écoutez, je ne sais pas ce que Goldman Sachs fait aujourd'hui avec la Grèce, parce que la Grèce ne veut plus entendre parler de Goldman Sachs. Mais en gros, quand ça se passe, on peut être certain qu'une partie de Goldman Sachs va conseiller un client, la Grèce ou quelqu'un d'autre, et que l'autre partie va spéculer. Est-ce que toutes les banques font ça? Toutes les grandes banques font ça? Toutes les grandes banques font ça, mais aucune n'a le réseau d'influence politique de Goldman Sachs, n'a une culture d'entreprise si particulière du collectif par rapport à l'individuel, et surtout n'a la puissance du bilan qu'a Goldman Sachs. Cela dit, votre livre n'est pas complètement à charge contre Goldman Sachs. Vous dites par exemple les bonus, certes, ils sont énormes, vous avez dit les montants tout à l'heure, mais ça fait tourner tout, ça crée plein d'emplois derrière. Absolument. Il faut reconnaître que moi je vis à Londres et je couvre la City, que dans la City, il y a des milliers d'emplois qui dépendent de ces bonus. Les concessionnaires Ferrari, par exemple. Les concessionnaires Ferrari, les restaurants, Sotheby's, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ces bonus poussent les traders à prendre des risques, parce que vous savez, la cupidité, ce n'est jamais suffisant d'avoir 60 millions de dollars, pourquoi pas avoir 100 millions de dollars? On va se quitter par le questionnaire, c'est traditionnel dans cette interview. Marc Roche, si vous aviez beaucoup de réponses courtes, si vous aviez beaucoup d'argent, est-ce que vous le confieriez est-ce que vous pourriez le confier à Goldman Sachs? Je crois que je le confierai à une bonne caisse d'épargne. Ah bon. Il reste 3 grosses banques d'affaires aujourd'hui. Laquelle est la moins immorale selon vous, entre Goldman Sachs, JP Morgan ou Barclays? J'ai un préjugé favorable envers Barclays, mais disons que toutes les banques d'affaires, parce que je suis en Angleterre et parce que c'est une banque qui a été moins éclaboussée par la crise, mais je crois que toutes les banques d'affaires sont immorales. Quelle sera la prochaine bulle? Alors la prochaine bulle, ce ne sera pas l'immobilier, encore qu'il peut reprendre, ça risque d'être l'industrie de base, c'est-à-dire l'acier, puisqu'il va avoir une reprise économique. Donc les matières premières. Tony Blair vient de sortir ses mémoires. Est-il autant aimé en Grande-Bretagne qu'en France? Il est détesté en Grande-Bretagne. C'est ça, oui. Parce que lui, on ne lui pardonne pas ce qu'on semble pardonner à Goldman Sachs, c'est qu'il est cupide, c'est qu'il fait de l'argent sur le dos de son expérience de Premier ministre. Comment les Anglais ont-ils réformé leur retraite, enfin les Britanniques en général? Vous savez, en Grande-Bretagne, la retraite de base est très faible et ce qui compte, c'est les retraites complémentaires privées et surtout l'immobilier. C'est-à-dire, c'est un pays de petits propriétaires et l'immobilier, les placements immobiliers permettent de financer. Donc les deux systèmes ne sont pas comparables du tout. Absolument. À 50 ans, il faut avoir quoi pour se dire qu'on a réussi sa vie, Marc Roche? Écoutez, je crois qu'il faut surtout ne pas travailler à Goldman Sachs. Merci beaucoup. La Banque, donc aux éditions Albin Michel, merci infiniment. Tout de suite, d'autres infos, c'est évidemment sur votre chaîne Info. À demain. Donc pour enfoncer le clou avec cette histoire de Goldman Sachs, j'aimerais vous donner quelques informations supplémentaires. Donc commençons déjà avec ce qu'a donné Goldman Sachs pour la campagne électorale de Barack Obama, puisque Goldman Sachs a été l'une des entreprises qui a donné le plus, avec 874 207 $. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent pour sa campagne électorale. Ensuite, si on regarde toute l'équipe de Barack Obama, on remarque qu'autour de lui, donc, il y a un certain William Dudley, qui est le président de la Banque fédérale, qui est un ancien de Goldman Sachs. Il y a Stephen Friedman, qui est le président du conseil d'administration de la Banque fédérale, qui est un ancien de Goldman Sachs. Il y a Mark Peterson, qui est le chef de cabinet de Timothy Geithner, lui-même qui est le secrétaire au Trésor, et qui est un ancien de Goldman Sachs. Il y a Robert Zoellick, qui est le président de la Banque mondiale, et qui est un ancien de Goldman Sachs. Ça fait quand même beaucoup de Goldman Sachs dans l'entourage du président, il me semble. Nous, ici en Europe, on a Jean-Claude Trichet, qui était à la tête de la BCE, et qui a été remplacé récemment par Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs. En conclusion, on peut dire qu'on a essayé d'étouffer l'affaire Rastani. On a essayé de le discréditer de toutes les manières possibles. Parce que son message, il fallait pas que les Français puissent l'entendre. Donc même si ce qu'il dit est très vrai, et on le voit tout au long des reportages, que ce soit avec ce que disent les invités, ce que disent les témoins, ce que dit Marc Roche,
et ce que je vous ai démontré, c'est-à-dire que Goldman Sachs place ses hommes un peu partout dans les plus hautes sphères de l'État américain et dans les plus hautes sphères de l'Union européenne. La seconde conclusion qu'on peut en tirer, c'est que il faut se méfier de ce que nous racontent les médias de masse, notamment LCI, TF1, comme on vient de le voir là. Donc méfiez-vous de ce qu'on vous raconte. Et restez bien informés. À bientôt.